Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire grosso modo le sommeil hein, chez l'adulte, puisque c'est comme ça qu'on l'a trouvé, c'est comme ça qu'on l'a décrit. Puis après, on va voir un petit peu, très rapidement, on va basculer sur en quoi le sommeil du nourrisson est différent, dans sa qualité, dans son déploiement, dans sa régularité, dans son temps, dans ses fréquences. Et ensuite, on va voir un petit peu quels sont les différents mots, symptômes ou même attributs qui pourraient évoquer à la maman que quelque chose ne va pas bien ou quelque chose va bien. Parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de choses, de signes qui sont piqués par les mamans, mais qui ne sont pas nécessairement des symptômes. Mais elles sont dans un temps où elles sont très inquiètes et on est dans un temps où le sommeil bouge énormément. Et donc, du coup, le bébé s'exprime beaucoup, même pendant le sommeil. On a un sommeil en tout début de vie qui est un sommeil dit actif. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent. Et donc, du coup, ça évoque beaucoup des questions. Et ces questions-là, si elles sont prises dans un cadre qui est plutôt général avec une maman qui est assez inquiète, on peut après basculer dans l'expression symptomatique et le sommeil peut se dérégler à la fois pour la maman et pour le nourrisson. Donc, on va voir ces signes-là, hein, voir d'abord comment se structure le sommeil, ensuite voir un petit peu quels sont ces signes, quels sont les signes qui sont les symptômes ou les signes qui ne sont pas des symptômes et auxquels il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Et puis après, on va voir en fonction qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on donne comme conseil en fonction des différents types et des différents styles. Donc là, on va partir dans les différentes ajustements qui sont faits quand un bébé ne dort pas ou qu'est-ce qu'on peut lui faire au niveau de l'environnement, qu'il faut l'entraîner à dormir, est-ce qu'il faut le laisser tout seul, est-ce qu'il faut dormir avec lui, qu'est-ce qui est le mieux, est-ce qu'il faut l'allaiter, pas l'allaiter, des choses comme ça parce qu'on va voir qu'il y a différentes manières de voir les choses et en fonction de ces manières de voir les choses, on ne va pas diriger la séance de la même manière. En fait, l'ostéopathe, il reste toujours dans cette situation privilégiée qui fait de lui un espèce d'hybride d'alien médical qui se situe entre deux mondes, le monde plutôt alternatif et le monde qui est médical. Et il a cette chance-là en France d'avoir été consulté très tôt et notamment d'avoir été consulté très tôt dans les consultations pédiatriques. Donc, il y a beaucoup de parents en France qui amènent leur enfant pour une consultation, notamment pédiatrique et notamment pour un bilan. Pas nécessairement des choses qui vont mal, mais pour un bilan. Donc, c'est très important de savoir un petit peu bilanter le sommeil de l'enfant, le sommeil éventuellement même des parents, pour savoir si ça a un impact sur le bon développement de l'enfant. Et puis, quand on fait ça, savoir un petit peu donner les bons conseils et les routines, savoir où en est l'enfant de sa dynamique de sommeil. Et puis après, effectivement, appliquer des choses au niveau du contact, du physique, du toucher, parce que c'est ce qu'on fait, et notamment des approches qui peuvent être crânio-faciales, crânienne, pour voir un petit peu s'il peut y avoir des choses qu'on peut réduire avec notre approche qui est tactile et voir un petit peu comment on peut utiliser le toucher autrement que d'un point de vue purement technique ou purement sutural ou structurel. Parce que à cette époque-là de la vie, le toucher est extrêmement important. On est dans la thérapie manuelle et nous sommes des thérapeutes manuels. C'est par ça et pour ça que les patientes et patientes viennent nous voir, hein, ça c'est sûr. Il ne faut pas négliger ce côté-là. Et on est aussi sur un temps où effectivement on fait face à un petit dôme qui est à 99% de l'eau. Hein. Et ça bouge beaucoup, ça se transforme beaucoup. Donc effectivement, le toucher est essentiel. Maintenant, est-ce qu'il y a un toucher qui est spécifique à l'ostéopathie du nourrisson ou au sommeil du nourrisson? Non. Je pense qu'il faut le dire. Est-ce qu'il y a une prise en charge qui est spécifique? Ben oui, parce que c'est une prise en charge qui va être spécifique sur les temps de diagnostic ou déceler un petit peu les signes d'appel qui nous feraient dire qu'un enfant a besoin d'un peu plus de changer son environnement, l'enfant a besoin d'un peu plus de la présence de sa maman, un peu moins de la présence de sa maman. Savoir diagnostiquer ce genre de choses, c'est quand même assez important. Et puis, je pense que le toucher, c'est quand même fondamental dans cette époque de la vie où on sait à quel point le pot à pot, par exemple, est crucial pour régler le système nerveux de l'enfant et même pour régler le système nerveux de la maman. Donc nous, si on peut faciliter ça, être les facilitants de cette relation-là par le toucher, en leur proposant des choses qui puissent ensuite reproduire par le toucher, c'est quelque chose qui peut être du domaine de notre compétence. On va voir quelque chose qui est assez extraordinaire et qui est tout à fait unique à la partie du début de la vie des nourrissons, qui va opposer deux visions scientifiques un petit peu différentes. Une vision qui va être plutôt centrée sur la médecine du sommeil et qui va être assez classique et analytique, et une vision qui est plutôt portée par les anthropologues, qui va nous rappeler que nous sommes des primates d'abord et qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au-delà de la technique médicale ou au-delà de la technique du sommeil. Donc, il y a deux mondes ici qui s'opposent avec deux visions différentes, dont les ostéopathes
sont en général au courant et sont en général plutôt au fait parce qu'ils évoluent dans ces sous-groupes-là. Donc, on va parler par exemple de l'attachement, on va parler par exemple des liens anthropologiques ou du toucher dans le sens anthropologique. Donc oui, il y aura pas mal de choses qui seront données par le côté très scientifique, très droit, et qu'est-ce qu'on a pu trouver de l'analyse du sommeil de la maman et de l'enfant, et le côté plutôt humain, qui est supporté par une autre partie de la science, mais qui a tout à fait son point. Le sommeil, il évolue tout le temps, en fait, chez tout le monde. Et c'est quelque chose qui est défini à la fois d'une manière électrique, comportementale, physiologique, médicale. Donc, on n'a pas vraiment de définition pour le sommeil tellement c'est important et tellement c'est grand. Et on sait qu'il varie tout le temps et en fonction des conditions dans lesquelles on est. Donc, en l'occurrence, le sommeil, c'est quelque chose qui est extrêmement social, en fait. Et le temps du sommeil du nourrisson, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Et en l'occurrence, c'est d'autant plus particulier que c'est un moment où le sommeil évolue extrêmement rapidement. Le sommeil, dans sa manière de se déployer, va être à peu près stable à partir de quelques années de vie. Et puis, il va changer les composantes inhérentes de son principe. Mais sinon, le sommeil lui-même, il est global à partir de 2 ou 3 ans. Par contre, entre 0 et 3 mois, entre 3 mois et 9 mois, et entre 9 mois et 1 an, et entre un an et 2 ans, ça change quand même considérablement. Et puis, il y a toutes les adaptations de la vie qui font que c'est un moment un petit peu fort, c'est un moment un petit peu tendu, c'est un petit peu fatigant, challengeant. Et donc, du coup, le sommeil, qui est quelque chose d'assez sensible, va prendre vite et va exprimer sa symptomatologie assez rapidement. Donc, on a beaucoup d'enfants ou de nouveau-nés qui peuvent avoir des problèmes qui sont dits des troubles du sommeil ou des choses que les mamans décèlent et ne savent pas si c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut ça prenne de l'importance ou qu'il faut qu'elles s'inquiètent ou pas. Donc, c'est à nous, après, à déceler un petit peu ces choses-là. Qu'est-ce qui est important à connaître? Qu'est-ce qui n'est pas important à connaître? Comment on peut rassurer? Et quelles sont les choses à ne pas passer à côté, en fait.